Il est 19h sur NATV, bonsoir à tous, bienvenue dans Actu pour décortiquer autrement l'actualité de la Nouvelle-Aquitaine comme tous les soirs. Du lundi au vendredi, au programme, évidemment, un détour du côté de l'Assemblée nationale comme tous les mercredis, puisque hier se déroulaient les traditionnelles questions au gouvernement. On verra les interventions des députés de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis on parlera Movember comme régulièrement durant ce mois de novembre avec l'urologue Pierre-Emmanuel Bricard. En fin d'émission, il y aura le journal des sports avec du football, du hockey sur glace, mais également la route du Rhum, c'est le journal du Rhum avec Victor Pérez-Boucheron. N'Actu, c'est parti. Avant de s'intéresser à l'actualité politique de la région Nouvelle-Aquitaine, on débute avec le bilan de l'opération de contrôle intitulée Tami et qui était organisée hier par la gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, une opération qui a mobilisé au total 260 gendarmes pour couvrir les 12 départements de la région et relever ainsi les infractions sur 24 points de contrôle. Au total, 1250 véhicules ont été contrôlés de 7h à 11h du matin. Une opération qui a payé avec 275 infractions relevées dans la région. La moitié concerne la sécurité routière, un dixième concerne l'usage et la conduite sous stupéfiants. Par ailleurs, 12 étrangers en situation irrégulière ont été contrôlés. On passe à l'actualité politique de la région Nouvelle-Aquitaine et comme tous les mercredis dans Actu, on décortique la traditionnelle séance de questions au gouvernement qui a lieu chaque mardi à l'Assemblée nationale. Ce mardi, 5 députés de la région ont pris la parole. Premier d'entre eux, le député de la Gironde, Loïc Prudhomme, qui a interpellé Caroline Cayeux, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, sur la question de la hausse des tarifs des cantines scolaires. On écoute tout de suite. La parole est à monsieur Loïc Prudhomme pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, l'inflation dépasse à ce jour 6%, mais sur les denrées alimentaires, c'est au minimum 12% et ce n'est pas fini. Il est bien évident que tout le contenu de nos assiettes n'arrive pas d'Ukraine, c'est donc bien la spéculation qui est responsable de cette situation. Et ce sont toujours les mêmes qui en tirent les bénéfices, ou plutôt, devrais-je dire, qui en tirent les dividendes avec votre bénédiction. Dans ce contexte, ce sont plus de la moitié des communes qui ont augmenté les tarifs des cantines scolaires de 5 à 10%. D'autres prennent sur leurs ressources propres pour maintenir des tarifs accessibles aux familles. Les collectivités sont prises entre le marteau et l'enclume. D'un côté, l'augmentation inédite des prix de l'alimentation, en plus de celui de l'énergie. De l'autre, des familles impactées durement par l'inflation avec le refus de votre gouvernement d'augmenter les salaires. Cette réalité, ce quotidien, votre gouvernement le regarde les bras ballants, sans prendre une seule mesure de soutien, mais en continuant à pressurer les finances des communes. Cette inaction coupable provoque des dégâts en cascade du côté des gestionnaires. Baisse de la part des produits locaux, bio et de qualité, baisse des quantités servies, arbitrage entre fromage et dessert. Du côté des familles, retrait des enfants de la cantine pour les plus fragiles et de fait, renoncement à ce qui est souvent le seul repas équilibré de la journée. À quand la cantine scolaire gratuite? Alors que les files s'allongent devant l'aide alimentaire, cette crise dans les cantines scolaires est moins visible. Allez-vous continuer à faire comme si elle n'existait pas? Ou allez-vous enfin débloquer en urgence 600 millions d'euros, soit à peine 1% des dividendes du CAC 40, vers les collectivités locales pour que nos enfants puissent manger correctement? Ou bien allez-vous encore dire aux Français et à leurs enfants qu'ils doivent se serrer la ceinture, mais cette fois au sens propre, quand d'autres sont obèses de leurs super profits? Je vous remercie. La parole est à madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Prudhomme. Je tiens à l'affirmer devant vous cet après-midi, oui, le gouvernement soutient les collectivités territoriales. Les soutient face au prix de l'énergie, face à l'inflation, face aux nombreux défis qui les attendent. Le PLF adopté par l'Assemblée nationale est un PLF en faveur des collectivités. Concernant les cantines scolaires que vous évoquez, je tiens d'abord à vous rappeler que c'est une compétence des communes et qu'elles les gèrent
et qu'elles ont le choix du mode de gestion. Toutefois, je voudrais vous dire que le gouvernement a mis en place des dispositifs ciblés dès le PLFR pour les communes fragiles, pour les aider pour les cantines scolaires, pour l'alimentation et pour l'inflation. Nous avons pris en compte ces coûts supplémentaires liés à ces dépenses. Et les services locaux de restauration verront leurs dépenses énergétiques soutenues à travers différents dispositifs à l'intention des collectivités, qu'il s'agisse du bouclier tarifaire ou qu'il s'agisse de l'amortisseur électrique. Et puis, nous poursuivrons avec mon collègue Pap Ndiaye nos actions en faveur des cantines. Les cantines à 1 €, les petits déjeuners gratuits à l'école primaire, la bourse et les fonds sociaux. Voilà ce que nous faisons, voilà ce que le gouvernement fait pour les collectivités. Je vous remercie. Madame la ministre. C'était l'échange plutôt tendu entre Loïc Prud'homme, le député de la Gironde, et Caroline Cayeux, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales. Autre sujet abordé dans l'hémicycle hier, celui du gaspillage alimentaire. C'est le député de la 7e circonscription de Gironde, Frédéric Sguinski, qui a abordé ce thème avec la réponse d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, mais également de l'artisanat et du tourisme. Ministre, la parole est à monsieur Frédéric Sguinski pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. À l'heure de la sobriété énergétique, nous devons faire de la lutte contre tous les types de gaspillage une priorité. Je me réjouis que votre ministère ait ainsi pris à bras-le-corps le sujet extrêmement important du gaspillage alimentaire. Le décret paru au journal officiel ce 18 novembre relatif aux modalités de l'information des consommateurs sur le caractère consommable des denrées alimentaires en témoigne. En effet, selon l'ADEME, le sujet concerne près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable jetées chaque année en France. Les nombreuses initiatives prises depuis des années n'ont pu mettre fin à ce gaspillage, qui reste inacceptable, car une grande partie de ces aliments reste consommable après l'expiration de la DDM, la date de durabilité minimale. Il convient donc d'informer les consommateurs sur la signification de cette inscription et de rassurer sur les enjeux de santé qu'ils peuvent soulever et qui sont bien légitimes. La loi AGEC, votée par notre Assemblée en 2020 et soutenue par les députés du groupe démocrate, prévoyait des dispositions qui allaient en ce sens et que votre décret vient concrétiser. C'est normalement le cas de la mention supplémentaire qui pourra désormais accompagner la DDM. Nous avons de ce point de vue un important travail de pédagogie à faire auprès des consommateurs, notamment pour lever les craintes en matière de risque pour la santé. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire ce que concrètement ce décret va changer et quels efforts compte déployer le gouvernement auprès des industriels d'un côté et des consommateurs de l'autre pour que cette mesure puisse contribuer réellement à changer nos pratiques. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Frédéric Sguinski, le gouvernement, on le voit, ne relâche pas ses efforts pour protéger le pouvoir d'achat et protéger et améliorer en réalité aussi l'information faite aux consommateurs dans cette période d'inflation. La mesure que vous évoquez, elle est très importante en réalité, puisqu'elle est très concrète. Elle va venir ajouter une information supplémentaire et on va fortement encourager l'ensemble des distributeurs et des industriels à la mettre en place pour lutter en réalité contre le gaspillage alimentaire, qui est en réalité un désastre écologique, mais qui est aussi un désastre économique. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, un Français jette en moyenne, mesdames, messieurs les parlementaires, pas moins de 30 kilos de nourriture par an. Ça représente 460 € qui sont directement jetés par an. Et sur ces 30 kilos, imaginez que 7 kilos représentent des déchets alimentaires non consommés, encore emballés.
Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y avait que la date limite de consommation qui informait les consommateurs sur les produits frais, de la date au-delà de laquelle il ne fallait pas consommer ces produits frais au risque d'avoir un souci de santé. Mais en réalité, il n'y avait pas d'information sur ce qu'on appelle les produits secs, sur les conserves, sur les pâtes alimentaires, sur un certain nombre de produits secs. Et nous avons donc décidé, Bruno Le Maire a signé le décret la semaine dernière avec moi-même pour ajouter ce qu'on appelle la DDM, la date de durabilité maximale. En un mot, vous trouverez désormais sur les produits secs une information plus explicite qui expliquera que ce produit peut être consommé après cette date. Et donc il y aura moins de gaspillage et possibilité de consommer sans aucun risque pour la santé, vous l'avez mentionné monsieur le député, pour les consommateurs. Aux produits frais, la date limite de consommation, aux produits secs, la date de durabilité maximale. Ce sont deux informations que nous devions aux consommateurs. C'est désormais chose faite. Je vous remercie. Merci beaucoup madame la ministre. Frédéric Meunier, député de la 2e circonscription de la Corrèze, a quant à lui pris la parole sur le sujet du bouclier énergétique pour les collectivités locales. La Corrézienne qui a interpellé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Là encore, on écoute cet échange entre la députée et le ministre. La parole est à madame Frédéric Meunier pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les ministres, nos communes rurales s'inquiètent. Elles expriment leur profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière sur leurs dépenses et leurs recettes, sur leur capacité à investir et sur le maintien d'une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. Elles doivent faire face à une situation sans précédent. L'augmentation de l'énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire, ce qui compromet gravement l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d'investissement. L'augmentation de 3,5% du point d'indice des agents territoriaux non compensés par l'État et la suppression de la CVAE. Ces mesures de restriction financière de nos communes ne se justifient pas. Les collectivités locales votent leur budget en équilibre et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. Vous les sanctionnez alors qu'elles ne le méritent pas. Les 15 milliards d'euros de restrictions de dépenses imposées aux collectivités locales d'ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population, car c'est autant de moins pour financer l'offre de services. L'Association des maires de France a fait des propositions pour indexer la DGF sur l'inflation en 2023, pour moduler la suppression de la CVAE, pour créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les collectivités locales. Aussi, au moment où se déroule à Paris le congrès des maires, allez-vous entendre la voix des élus locaux et soutenir les positions de l'Association des maires de France? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et des collectivités, de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Meunier, vous évoquez deux sujets, les communes rurales et toutes les communes dans leur entier. Je saisis votre question pour vous dire que vendredi, avec Dominique Faure, nous réunirons le Parlement rural à la demande de ceux qui le composent, de l'Association des maires ruraux de France, pour évoquer un certain nombre de propositions concrètes. Je pense au devenir des zones de revitalisation rurale, je pense aux besoins d'accompagnement spécifiques qui existent pour ces territoires, et nous avons prévu une demi-journée spécifique d'échange avec ces territoires dont nous savons à la fois l'attractivité, les inquiétudes, parfois compte tenu du poids de certaines intercommunalités, et j'en profite pour le dire, du dernier rapport de la Cour des comptes qui lance dans l'atmosphère une suggestion qui n'est souhaitée par personne, qui serait le transfert de la DGF des communes vers les intercommunalités. Nous ne soutenons pas la perspective de la perte de DGF par les communes au profit des intercommunalités. Et je profite de ce moment pour le dire de manière extrêmement claire. Ensuite, vous évoquez la situation plus large et effectivement la nature du soutien que nous apportons à ces communes. Hier soir, avec le bureau exécutif de l'Association des maires, ce matin au salon, dans les jours qui viennent, nous poursuivons une discussion. La DGF, c'est la première fois depuis 13 ans qu'elle augmente. On nous demande de faire davantage, mais c'est 320 millions contre 0 ces dernières années et près de 12 milliards de pertes pendant le quinquennat de François Hollande. Sur le filet de sécurité, il y a 1,5 milliard d'euros sur lequel
La co-construction législative avec la majorité sénatoriale se poursuit pour trouver le dispositif qui soit le plus ajusté. Et nous faisons confiance aux sénateurs pour faire évoluer le dispositif dans le cadre d'un soutien réel. C'est le sens des discussions que nous avons. Enfin, je tiens malgré tout à vous rappeler que 28 000 communes de ce pays sont préservées par le bouclier tarifaire, notamment les communes rurales dont vous avez parlé, qui bénéficient de ce soutien et d'un plafond total à hauteur de 15%. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame Meunier. Oui, Monsieur le Ministre, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites. Je vous rappelle que les communes sont le socle de notre démocratie. Et ne commettez pas l'erreur du passé. Tout à l'heure, on parlait du passé et je pense que vous nous remettez souvent le passé en pleine figure. Là, il y a la loi NOTRe de 2014. La loi NOTRe a été un véritable échec. Alors, vous parlez du Parlement rural, c'est une nouveauté, un Parlement de plus. Quant à la dotation générale, la DGF, elle a été financée. Merci. Thomas Cazenave, député de la première circonscription de Gironde, a souhaité aborder de son côté le thème du plan Action Cœur de Ville à l'occasion du 104e congrès des maires de France. Sa question était adressée à Caroline Cayeux, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre déléguée aux collectivités territoriales. 5 milliards en 5 ans. C'est le budget qui était alloué au programme Action Cœur de Ville lors de la dernière mandature et qui a bénéficié à 234 villes de taille moyenne sur tout le territoire. Ce programme répondait à un objectif clair, réhabiliter les centres-villes pour soutenir l'activité économique et culturelle de ces territoires. Action Cœur de Ville a été largement plébiscité par les élus locaux de tous bords qui se sont pleinement engagés à porter des projets ambitieux au service de leur ville. Grâce au volontarisme de l'État, des collectivités territoriales, de la Banque des territoires, d'Action Logement, de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, 6 500 actions ont été engagées dans tous les domaines. 79 000 logements rénovés, 1 000 cellules commerciales restructurées et requalifiées, de nombreuses opérations d'aménagement et de réhabilitation du patrimoine engagées. Aujourd'hui, les premiers résultats sont là, confirmant le bien fondé du programme et de cette méthode originale. La progression de la vacance commerciale a été stoppée et commence à refluer. Les transactions immobilières sont redevenues dynamiques. La fréquentation des centres-villes est repartie à la hausse. Les élus de ces villes ont exprimé leurs attentes très fortes pour pouvoir continuer ce chantier qui, pour tenir toutes ces promesses, doit s'inscrire dans la durée. Madame la ministre, vous avez annoncé dimanche un nouveau programme doté de 5 milliards d'euros pour poursuivre Action Cœur de Ville. Pouvez-vous nous dire comment et dans quel délai ce nouveau programme sera mis en œuvre et comment il intégrera l'indispensable accélération des investissements pour la transition écologique de nos territoires? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thomas Cazenave. Alors que s'ouvre cette semaine le congrès des maires, merci d'attirer l'attention sur ce programme Action Cœur de Ville qui a été un formidable accélérateur pour les projets des 234 villes partenaires et je dirais un parfait exemple de la nouvelle méthode poursuivie par le gouvernement dès le premier quinquennat et que nous allons poursuivre comme vous l'avez souligné. Depuis son lancement, les villes moyennes ont bénéficié grâce à l'État et à nos partenaires, la Banque des territoires, Action Logement et l'ANA, de formidables outils pour revitaliser leur centre-ville. Et les résultats que vous mentionnez, monsieur le député, montrent que la promesse politique a été tenue. Sur la deuxième phase du programme que j'ai annoncé il y a quelques jours, j'ai précisé les grands axes qui devraient bénéficier d'abord d'au moins 5 milliards sur les 4 années qui viennent. Et ce programme, à la différence du premier qui visait la revitalisation des centres-villes, nous avons fait le choix de faire de la transition écologique et transition énergétique le véritable conducteur d'Action Cœur de Ville 2. C'est
C'est un objectif crucial au moment où nos communes traversent un défi structurel que représente le réchauffement climatique. Et donc, ce sera par exemple l'intensification de la rénovation énergétique des bâtiments publics, des écoles, qu'ils soient aussi des logements résidentiels, tertiaires ou publics. Des mesures fortes aussi pour le traitement des friches qui va continuer pour ces villes, ou la requalification des entrées de ville pour favoriser la nature en ville. Et puis un accompagnement renforcé des maires pour gérer l'énergie de leur commune. Merci Madame la Présidente. Dernier député de la région à prendre la parole, Michel Lozana, le député de la première circonscription du Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonnais qui a souhaité aborder un sujet d'actualité, celui de Movember et des cancers chez l'homme. Nous vous proposons de revoir cet échange entre Michel Lozana et le ministre de la Santé, François Braun. La parole est à monsieur Michel Lozana pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, papa, pourquoi tu te laisses pousser la moustache? Voici la question d'un jeune citoyen à son papa Charles lors d'une rencontre dans ma circonscription de Lot-et-Garonne. Depuis le mois de novembre, Charles, mais également des dizaines de milliers de Français, se laissent pousser la moustache dans le cadre du mouvement Movember, qui prend de l'ampleur en particulier dans le milieu du rugby. Ce mois est dédié à la sensibilisation de l'opinion publique au cancer masculin et ainsi briser les tabous encore trop nombreux chez les hommes. Un peu de silence, s'il En vous plaît. France, 2 hommes meurent chaque jour d'un cancer masculin. Alors qu'ils représentent 52% des cancers diagnostiqués, les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes à participer aux campagnes de dépistage. Les raisons en sont simples, multiples. La peur d'être atteint dans sa virilité, la réticence aux examens ou encore le sentiment de gêne, voire de honte. Monsieur le ministre, je salue votre engagement en faveur de la prévention, en particulier dans le PLFSS pour 2023, ainsi que la place importante de celle-ci dans la stratégie décennale. Je salue également la mobilisation exemplaire des associations et bénévoles engagés sur l'ensemble du territoire à travers des manifestations locales et des campagnes de prévention pour informer les hommes sur le dépistage. Cependant, les tabous ne sont pas encore brisés dans l'opinion publique. Nous devons poursuivre et intensifier nos actions car diagnostiqués tôt, les cancers masculins se soignent dans la très grande majorité des cas. Ainsi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous exposer votre stratégie pour poursuivre le travail de sensibilisation afin de mettre un terme au tabou des hommes face au cancer masculin? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lozana, je vous remercie de votre question qui me permet d'aborder un sujet qui, vous le savez, m'est particulièrement cher, qui est celui de la prévention. La prévention reste quand même le meilleur moyen d'améliorer la santé de nos concitoyens et c'est en plus un excellent moyen pour faire des économies de la santé puisqu'on peut considérer qu'1 euro mis aujourd'hui dans la prévention, ce sera 2 euros économisés demain. 40% des cancers que nous diagnostiquons chaque année sont liés à notre mode de vie. Ils sont donc évitables. C'est un enjeu majeur pour notre société aujourd'hui et demain. Alors, je salue moi aussi le mouvement Movember sur le dépistage du cancer de la prostate. Je tiens aussi à saluer et à rappeler à cette Assemblée que le mois de novembre est également le mois sans tabac et qu'il conviendrait là aussi de faire un effort sur ce facteur de risque qui entraîne des cancers multiples et pas que le cancer du poumon. Alors la prévention des cancers masculins, vous avez raison, elle est insuffisamment développée. Pourtant, les outils existent. Dépistage à partir de 50 ans du cancer colorectal, 55 ans du cancer de la prostate. Et concernant le cancer colorectal, par exemple, il n'y a qu'un tiers de la population cible qui est aujourd'hui concernée. Alors, le gouvernement avance pour faire de notre société une société de prévention. Les rendez-vous prévention aux âges clés de la vie en sont une part importante et s'intéresseront et s'intéressent bien entendu à l'ensemble des cancers, les cancers masculins en grande partie également.
Concernant ces rendez-vous de prévention, 2 enjeux majeurs, aller chercher les personnes les plus loin du soin et proposer également des parcours de prévention. Nous aurons l'occasion d'en parler. La prévention, c'est prendre soin de soi. Pour autant, nous sommes tous concernés pour les uns et les autres. Et je suis confiant, nous allons réussir à transformer notre société vers une société de prévention. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Et pour continuer de parler de Movember, je vous propose de quitter l'Assemblée nationale avec la rediffusion de l'interview de l'urologue et porte-parole du mouvement Movember, Pierre-Emmanuel Bricard, urologue du côté du Mans. C'était déjà dans Actu. On regarde cette interview et on revient juste après avec notamment le journal des sports. Bonsoir. Vous êtes porte-parole, je le disais, de Movember. Vous êtes également urologue. Alors juste pour un petit peu situer à nos téléspectateurs, même si a priori tout le monde sait en quoi consiste le métier d'urologue, mais est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Alors l'urologue, c'est un spécialiste en fait qui est un spécialiste qui va toucher tout ce qui est partie organes génitaux externes et internes chez l'homme et chez la femme, avec en l'occurrence les pathologies qui pour l'homme vont être les pathologies liées à l'appareil urinaire que sont la prostate, la vessie, les reins. Pour la femme, bien sûr, les mêmes organes en dehors de la prostate, puisque vous savez, c'est un organe qui est bien sûr propre à l'homme et qui s'occupe aussi des problèmes des organes génitaux chez la femme, en l'occurrence les problèmes de descente d'organes, de prolapsus, d'incontinence urinaire et toutes les pathologies donc liées à l'appareil urinaire. Alors ces pathologies peuvent être autant carcinologiques, c'est-à-dire liées à des pathologies cancéreuses, qu'à des pathologies non cancéreuses, ou être atteint de maladies métaboliques, comme certaines que connaissent beaucoup les auditeurs, qui peuvent être les calculs du rein pouvant provoquer les coliques néphrétiques. Et est-ce qu'on peut remettre un petit peu en tête de nos téléspectateurs les différents chiffres, même si nous, on l'a fait à l'occasion de Movember régulièrement dans l'émission, mais pour ceux qui ont manqué les émissions précédentes, Pierre-Emmanuel, est-ce qu'on peut rappeler les chiffres du cancer de la prostate en France et des testicules également ? Bien sûr. Alors, le cancer de la prostate, il faut savoir que c'est le premier cancer chez l'homme au-delà de 50 ans. Il va y avoir à peu près, si on doit considérer en France le nombre d'hommes atteints du cancer de la prostate, à peu près 650 000 hommes qui vont être touchés par cette pathologie en France. Donc, vous voyez une énorme population chez l'homme. On peut considérer à peu près que nous sommes autour de 60 000 nouveaux cas par an en termes de cancer de la prostate. Le cancer du testicule est une pathologie qui va toucher beaucoup moins d'hommes puisqu'elle va représenter 1-2% des cancers chez l'homme. Elle va surtout représenter le premier cancer chez l'homme jeune, c'est-à-dire un homme qui va être entre 15 et 30 ans. Et on va pouvoir à peu près considérer qu'en France, on a grosso modo entre 2500 et 3000 cas de cancer du testicule par an. Et c'est l'occasion tout au long du mois de novembre, évidemment, de mettre en lumière, entre guillemets, ces différentes pathologies, de parler également, on y reviendra tout à l'heure dans cette émission avec notre autre invitée, Noélie Michalet, de la dépression et du suicide. Quels sont les messages prioritaires à faire passer justement en ce mois de novembre si important? Pierre-Emmanuel, vous en tant que porte-parole, quel message passez-vous en priorité? Alors, bon, bien sûr, 2 messages, puisqu'il y a le message pour le cancer de la prostate, puis le message après pour le cancer du testicule. Pour le cancer de la prostate, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage de masse organisé comme il y en a par exemple pour le cancer du côlon. Mais je tiens à repasser un petit peu et à replacer le cancer de la prostate dans le cadre de l'épidémiologie masculine et française. Comme on l'a vu, c'est le premier cancer chez l'homme au-delà de 50 ans. Et ça n'est pas du tout un cancer, contrairement à ce que l'on dit, qui est un cancer qui ne tue pas. Puisque malheureusement, aujourd'hui, le cancer de la prostate reste le 3e cancer en termes de décès par an chez les hommes. Le premier cancer en termes de décès est le poumon, qui est le 3e en termes de cancer, le 2e étant le côlon, et le 3e est la prostate, qui entraîne tout de même plus de 8000 décès par an, pour vous donner une idée par rapport au cancer du côlon, qui va entraîner 9000, 9500 décès par an. Donc c'est bien sûr un cancer létal. Dans la mesure où c'est un cancer létal, il reste encore aujourd'hui découvert malheureusement à un stade métastatique chez à peu près 15 à 20% des hommes. Et le meilleur moyen de le traiter, en tout cas d'empêcher son évolution vers le stade métastatique et de guérir les patients,
et bien sûr de leur proposer un dépistage à titre individuel à partir de l'âge de 50 ans. Pour les hommes n'ayant pas de facteur de risque et à partir de l'âge de 45 ans pour les hommes ayant un facteur de risque. Ce dépistage à titre individuel n'est pas compliqué. Tout d'abord, il doit, exprimer les bénéfices-risques du dépistage par rapport aux patients, c'est-à-dire leur expliquer pourquoi on les dépiste et à quel moment on va les dépister, puisque l'âge de dépistage est entre 50 et 70 ans. Si cet âge de dépistage est entre 50 et 70 ans, c'est qu'on sait que cette pathologie va devenir létale lorsqu'elle va avoir une évolution à long terme, autour de 10 ans d'évolution par rapport à son diagnostic initial localisé. Et donc, vous allez tout à fait bien comprendre que pour un homme entre 50 et 70 ans, il va y avoir pour lui une espérance de vie au-delà de 10 ans et que cette espérance de vie au-delà de 10 ans va impliquer le fait de le dépister pour empêcher l'évolution létale, en fait, de cette pathologie. Le dépistage est quelque chose d'assez simple puisqu'il passe en fait au travers d'un examen biologique au départ qui est le dosage du PSA. Le PSA, comme ses initiales l'indiquent, sont prostatiques spécifiques antigènes et c'est un antigène qui est sécrété par la prostate chez les hommes et qui va, lorsqu'il va être au-dessus de la normale, engager un certain nombre d'examens complémentaires. Dès que le PSA est au-dessus de la normale, il implique un examen clinique qui est assez simple, qui est le toucher rectal. Alors le toucher rectal, c'est un examen qui n'est pas très agréable, mais qui n'est pas un examen compliqué, qui peut être fait par le médecin généraliste ou par un urologue, et qui consiste à palper la glande de manière à voir si cette glande a une anormalité, une induration ou quelque chose qui paraît suspect. Dans la mesure où elle paraît suspecte, des examens complémentaires aujourd'hui performants nous permettent de voir si en effet il existe ou pas une tumeur au niveau prostatique. Et en l'occurrence, l'IRM de la prostate s'inscrit dans un excellent examen, comme un excellent examen pour dépister une zone suspecte au niveau de la prostate. Ça, c'est pour parler du dépistage au niveau du cancer de la prostate. Au niveau du testicule, c'est quelque chose de tout à fait différent. Là aussi, il n'y a pas de dépistage parce que, comme on l'a dit en préambule, il s'agit d'une tumeur qui va toucher 1 à 2% des hommes, plutôt les hommes jeunes, et qu'il n'y a plus, si vous voulez, de dépistage par rapport à cela. Moi, j'ai connu ça jeune, où il y avait en fait la médecine scolaire, avec dans certains établissements, on passait avec des infirmières ou des médecins qui faisaient des palpations testiculaires chez les jeunes hommes. Et c'est ce qui est indiqué aujourd'hui pour les jeunes hommes de proposer, en tout cas de les éduquer dans la forme d'une autopalpation à partir de l'âge de 14 ans, pour essayer de voir si une anomalie est présente au niveau de leur palpation testiculaire. D'une manière assez simple, une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, on peut faire une autopalpation au niveau de nos testicules et remarquer s'il existe une modification de ce testicule à la palpation. Dans ce cas, si une modification existe, ne pas hésiter à consulter rapidement son médecin de manière à voir s'il est nécessaire d'aller dans le sens d'un dépistage ou d'aller plus loin par rapport à l'existence de cette modification testiculaire. Donc ça, c'est l'autopalpation. On va y revenir dans un instant. Est-ce qu'il y a des signes, que ce soit pour la prostate ou pour les testicules? Vous parliez de l'autopalpation et éventuellement du constat chez l'homme d'un testicule qui aurait subi des modifications. Docteur, quels sont les signes qui peuvent ou qui doivent alerter les hommes dans les 2 cas, que ce soit la prostate ou les testicules? Alors, les testicules, d'une manière simple, il ne va pas y avoir forcément de symptômes en dehors de la modification anatomique à la palpation du testicule. Et c'est pour ça que tout homme se connaît bien et qu'à partir du moment où il fait une autopalpation et qu'il voit que les choses sont un peu différentes, il vient consulter. Je dirais que pour la prostate, c'est tout à fait différent parce que le plus souvent, le dépistage de la tumeur prostatique est asymptomatique. C'est-à-dire que les hommes ne vont pas se plaindre de grand-chose. Donc je dirais que déjà, les hommes qui doivent non pas s'inquiéter, mais se préoccuper d'une consultation un peu avancée vont être les hommes qui peuvent avoir des facteurs de risque. En l'occurrence, l'existence d'un cancer de la prostate dans la famille, chez les hommes de première lignée, en l'occurrence père, frère ou oncle. L'existence aussi de certains facteurs de risque qui peuvent être les facteurs de risque liés aux origines. En l'occurrence, on sait aujourd'hui que les origines antillaises peuvent provoquer plus de risques de cancer de la prostate, donc consulter plus facilement pour ces patients-là. Je dirais qu'après, les autres signes peuvent être des signes liés à la glande. Il faut savoir que cette glande prostatique est une glande qui est à la sortie de la vessie.
Et qu'à partir du moment où elle se modifie, elle grossit, elle peut comprimer le conduit urinaire qui permet de sortir des urines de la vessie vers l'extérieur et qui, avant de passer par la verge, que l'on voit très bien, va passer en fait par la prostate. Cette prostate, donc, si elle comprime ce conduit, peut entraîner une compression du conduit urinaire, une difficulté de la sortie des urines par la vessie, et ça va se marquer comment? Par un homme qui va ressentir une diminution de son jet urinaire par rapport à ce qu'il ressentait auparavant. Si son jet urinaire diminue, il vide moins bien sa vessie. S'il vide moins bien sa vessie, il va aller uriner plus souvent, le jour comme la nuit, il peut aussi avoir des envies urgentes d'aller uriner liées au fait que sa vessie se vide mal. Je dirais qu'après, il y a des signes beaucoup plus avancés qui peuvent être le fait dans les cancers avancés d'avoir un saignement au niveau des urines ou une modification des couleurs des urines qui implique bien sûr le fait d'aller consulter. On va revenir juste en détail sur l'autopalpation. Vous en parliez il y a un instant. Pierre-Emmanuel Bricart, on le rappelle, qui est notre invité urologue et porte-parole de Movember. Ça, on commence à quel âge et à quelle fréquence, docteur ? Alors, pour le dépistage du cancer de la prostate, il faut proposer chez les hommes à partir de l'âge de 50 ans et jusqu'à l'âge de 70 ans. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être dogmatique, c'est-à-dire que en gros, on va proposer un dépistage chez un homme qui a une espérance de vie de plus de 10 ans de manière à empêcher l'évolution de cette tumeur au travers du temps et surtout que cette tumeur n'aille pas enrayer l'espérance de vie de ce patient. La deuxième chose, c'est de proposer bien sûr ce dépistage chez les hommes qui ont des facteurs de risque. Les hommes qui ont des facteurs de risque sont les hommes, comme on l'a dit, qui dans la famille en première lignée ont eu un cancer de la prostate chez le père, le frère ou l'oncle. Les hommes d'origine antillaise ou les hommes d'origine noire aussi, qui ont aussi un risque plus important. Et dans le cadre de ces patients-là, il faudra proposer chez eux un examen clinique et un dosage du PSA dès l'âge de 45 ans. Donc 45 ans. On rappelle également qu'à partir de 50 ans, il faut ne pas hésiter à aller se faire dépister. Et puis l'autopalpation, donc très importante, ce sont les messages passés par notre invité Pierre-Emmanuel Bricart qui est avec nous ce soir dans Actu. Nous, on est en région Nouvelle-Aquitaine. Docteur, on a vu récemment la légende du rugby français et néo-aquitaine Philippe Sella parler de son cancer. On suppose que ça doit vous aider et que c'est très important aussi d'avoir des personnalités publiques comme ça qui sont capables de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Il faut que ce genre de personnes prennent la parole pour vous aider, pour lever les tabous. Oui, tout à fait. Vous le savez, en fait, je suis un homme comme vous, on est des hommes et on n'a pas du tout eu la même habitude que les femmes de consulter très tôt dans notre vie. On a une vie génitale qui commence, on n'a pas besoin d'avoir de moyens de contraception, on n'a pas des règles qui peuvent être douloureuses et qui viennent nous embêter régulièrement et par conséquent, en gros, que lorsqu'on est un homme, on va venir consulter à partir du moment où on a un problème, mais on n'a pas tellement la culture d'aller consulter en amont. Pour nous, en effet, ces porte-paroles et ces gens, c'est quelque chose de très important. Très important pourquoi? Parce que les gens se disent, tiens, ça peut arriver à tout le monde, et si ça arrive à quelqu'un comme justement un grand international de rugby, qui est costaud, qui est sportif, qui fait attention à lui-même, qui a une bonne hygiène de vie, eh bien, ils se disent, ça peut tout à fait arriver à moi-même. Et donc, ces porte-paroles nous permettent un petit peu de démystifier les choses et de faciliter pour les gens le fait de se dire je vais accéder, je vais aller vers quelque chose parce que je ne suis pas plus à l'abri de quelqu'un qui me paraît robuste et fort. Donc c'est toujours intéressant pour nous, les gens qui ont été atteints de cette pathologie, qu'ils puissent communiquer parce que ça permet d'ouvrir des portes, de casser des tabous et je dirais de donner un peu plus de facilité aux gens d'aller consulter lorsqu'ils sont chez eux enfermés et qu'ils n'osent pas aller consulter. Et puis je vous dis, ça permet aussi, et je crois que ça c'est très important, et c'est très important que vous donniez la parole aux hommes dans le cadre justement de la prise en charge de ces pathologies, c'est de dire, ben voilà, l'homme va, en tout cas à partir de l'âge de 45-50 ans, devoir venir consulter, à part entière comme les femmes consultent déjà depuis des années un gynécologue, eh bien les hommes devraient consulter un urologue pour une surveillance générale de toute pathologie de l'appareil urinaire qui peuvent tout à fait apparaître à partir de cet âge.
Et c'était très important de le rappeler dans cette émission. On remercie chaleureusement le docteur l'urologue Pierre-Emmanuel Bricard d'avoir pris un petit peu de temps parce qu'on le sait, vous n'en avez pas forcément. Et on vous remercie chaleureusement d'être intervenu ce soir dans Actu. Dites-moi juste, docteur, quand on est porte-parole, on n'est pas obligé de porter la moustache ? On n'est pas obligé de porter la moustache, non. Et puis, il est vrai que lorsque, en fait, on travaille beaucoup avec nos masques toute la journée, que ce soit en consultation ou au bloc opératoire, puisqu'on a des masques, je vous avoue que pour avoir porté la moustache l'année dernière pour November, ça gratte un petit peu à toute la journée avec le masque. Et c'est vrai que on privilégie un petit peu son confort. Et en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Bricard. Merci à vous, en tout cas. C'était l'intervention de Michel Lozana, député de la première circonscription du Lot-et-Garonne, et la réponse du ministre de la Santé, François Braun, toujours à propos de Movember. N'oubliez pas, ça continue encore au moins une semaine jusqu'à la fin du mois de novembre. Vous pouvez toujours aller sur le site de Movember, faire un don, organiser un événement, vous laisser pousser la moustache. Rien n'est trop tard. Toute l'année, on continue de parler évidemment des cancers de la prostate, des testicules, de la dépression et du suicide. Il est important en ce mois de novembre de libérer la parole et de lever les tabous. L'actu revient dans un instant pour le journal des sports. On parlera notamment football, on parlera hockey sur glace avec un derby néo-aquitain en Ligue Magnus, et puis on parlera nautisme avec le journal du Rhum de Victor Pérez Boucheron. Ne bougez pas, N'Actu, nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur NATV. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement.
De retour dans Actu comme tous les soirs, 19h-20h du lundi au vendredi sur NATV pour décortiquer autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Et la dernière ligne droite de Nactu se conclut avec le journal des sports. Pour parler sport, j'accueille avec moi en plateau Victor Pérez-Boucheron, journaliste de la rédaction du groupe Namedia. Bonsoir Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Victor, on va parler football. Dans un instant, il y aura le journal de la route du Rhum. Mais hier soir, il ne t'a pas échappé qu'il y avait l'ouverture de la Coupe du Monde concernant l'équipe de France qui a battu l'Australie 4-1 lors de ce premier match de cette Coupe du Monde. Vous voyez la petite infographie proposée par la Fédération française de football avec Griezmann, Mbappé, Giroud, double buteur. Giroud qui entre dans l'histoire. Il égale le record de Thierry Henry avec 51 buts au total sous le maillot bleu. Victor, tu as regardé ou pas du tout ? Pas du tout. Bon, alors tu fais partie des nombreux téléspectateurs qui boycottent cette Coupe du Monde au Qatar. On va voir justement, vous avez posé la question sur les réseaux sociaux du groupe Namedia. Quel est votre avis sur cette victoire des Bleus ? Est-ce que vous avez regardé le match ? On va voir quelques-uns de vos commentaires grâce à la réalisation de Paul Maison-Regnault, avec tout d'abord Jérémy de La Rochelle qui nous dit « J'ai aimé, même si ça manquait d'impact en première période. Ça va le faire. Allez les Bleus !» Sabrina de Dax qui nous dit « Pour un début, c'était top. Quand on voit l'Argentine perdre contre l'Arabie Saoudite, on peut être fier de cette victoire. Giroud, je t'aime », la déclaration d'amour au meilleur buteur de l'équipe de France. Jackie de Limoges, dès que les Bleus accélèrent, il se passe quelque chose, faut continuer comme ça, mais le potentiel est là, j'y crois. On a Laurent de Bayonne, un petit peu chauvin, puisque il nous parle de Didier Deschamps, le plus célèbre des Bayonnais. Avec un Bayonnais sur le banc, il ne peut rien nous arriver. Mort de rire, bravo les Bleus et bravo Giroud, faites-nous rêver. On en a besoin. Et puis Aline, qui est sans doute la nouvelle copine de Victor Pérez-Boucheron, puisque Aline nous dit « Mon mari a regardé, pas moi. J'étais devant une série. Hors de question d'assister à cette mascarade. C'est une honte. » Voilà pour les commentaires sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Vous allez sur la page Facebook du groupe Namedia, la page Facebook de NATV, le Twitter de Nasport. Bref, abonnez-vous aux réseaux sociaux et n'hésitez pas à commenter. On relaiera toutes vos interventions dans cette émission de Nactu ou dans le Nasport Show. Toujours dans l'actu sport, le hockey sur glace avec la 18e journée de Ligue Magnus. Il y avait un match qui a intéressé au plus haut point la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y avait hier soir le derby néo-aquitain à Anglette. D'un côté, l'Ormadi, l'équipe du Pays Basque, de l'autre, les Boxers de Bordeaux. Match totalement fou, match très serré, victoire de l'Ormadi. 5 tirs au but à 4 au final, donc victoire au tir au but, 5-4 pour le club d'Ormadi, devant un peu plus de 1000 spectateurs qui étaient chauds bouillants à la patinoire de la Barre à Anglette. Ce sont les Basques donc qui réalisent un bon coup au classement. Vous allez le voir, les conséquences de cette victoire au classement. Anglette qui remonte un petit peu, Anglette 9e après 18 journées, et puis Bordeaux est toujours dans le top 5. Les Boxers de Bordeaux sont actuellement 4e avec exactement 30 points, à égalité de points donc avec le 5e, en l'occurrence Cergy Pontoise. On termine ce journal des sports avec l'actu nautisme, l'actu de la route du Rhum. C'est le journal du Rhum et c'est avec vous, Victor Pérez-Boucheron. Et vous avez regardé la route du Rhum, Benjamin ? Bien sûr. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé alors durant les dernières 24 heures ? J'ai absolument pas regardé, je peux pas être partout. Et là, pour revenir donc sur les dernières 24 heures, je vous propose un petit résumé en 2 minutes. Les arrivées s'enchaînent à Pointe-à-Pitre, sous le soleil ou sous la pluie, de jour comme de nuit. Mais tous les skippers sont unanimes, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. J'ai jamais été aussi loin, ça c'est sûr. J'ai jamais mis autant d'intensité sur une course en solitaire. Ça a été la plus dure que j'ai fait, c'est sûr. Puis au-delà quand même, on est au-delà je pense de ce qu'on pouvait espérer sur cette route du Rhum, quoi. Moi dans un coin de ma tête j'espérais ça bien sûr, mais je pense que ouais, on est hyper satisfait. En tout cas, tout le monde peut être fier dans l'équipe du boulot réalisé. Non, c'était une route du Rhum assez dure et ça n'a rien à voir avec un Vendée Globe, c'est sûr. Voilà, là, faut mettre des gaz tout le temps, quoi. Et en même temps, c'est sympa, et en même temps, c'est dur. Pour sa première participation à la route du Rhum, la Suisse Justine Métro force le respect de ses pairs en s'adjugeant la 7e place dans la classe IMOCA. On a eu beaucoup de grains ces derniers jours, donc des conditions vraiment instables, avec du coup des fois des changements de voile à faire, toujours un peu sur le qui-vive. Donc ça, plus l'enchaînement directement après avec le tour de la Guadeloupe, c'était bien usant. Je suis vraiment contente d'être venue là, il y a eu du beau match avec les concurrents et puis toujours une belle arrivée ici aux Antilles, ça fait toujours chaud au cœur.
Elle est la première femme de cette édition 2022 à arriver en Guadeloupe. Isabelle Josse, qui a passé la ligne quelques heures plus tard, prend elle une très belle 9e place. J'ai réussi à retrouver à chaque fois des ressources, de l'énergie et puis la réussite qui faisait que jusqu'au bout j'ai tenu cette place et vraiment je suis très fière et très contente. En classe 40, Johan Richoum cavale toujours seul en tête. Ses adversaires tentent de combler leur retard. Ça va vite. Ça surfe les vagues. Les femmes à l'honneur dans cette première partie du Journal du Rhum, avec notamment Justine Métraud, la première femme arrivée du côté de Pointe-à-Pitre. Alors tu disais, Victor, que je n'avais pas tout suivi. J'ai quand même entendu dans les rues de La Rochelle des gens dire « Enfin, Yannick Bestaven est arrivé ». Et Arnaud Boissière est également arrivé, mais il y en a un aussi qui fonce vers cette ligne d'arrivée qu'il devrait rayer dans les prochaines 24 heures, sauf retournement de dernière minute. Donc Johan Richoum, ce sont pas près Carquea, qui est attendu grand vainqueur dans la matinée de demain matin à Pointe-à-Pitre, donc à 15h, heure métropolitaine impériale, presque intouchable. Le leader caracole vers un doublé historique en classe 40 sur la route du Rhum. Pour ne rien gâcher, il progresse avec la promesse d'exploser son propre temps de référence, établi il y a 4 ans de près de 48 heures. Mais dans son sillage, la bataille fait rage à tous les étages. D'un bord à l'autre, la course redouble d'intensité. Dans la nuit en IMOCA, l'arrivée donc de Benjamin Dutrot qui se classe 8e en 12 jours, 23h, 58 minutes et 24 secondes. Isabelle Josch, deuxième femme en 9e, donc deuxième femme du classement féminin et 9e en IMOCA en 13 jours, 2h, 26 minutes et 54 secondes. Romain Athanasio, 10e. La 11e place est pour Sébastien Marcy en 13 jours, 8h, 36 minutes 55 secondes. S'ensuit Tanguy Le Turquet et James Areida, 13e et 14e. Benjamin Ferré, lui, est 15e. Juan Carlo Pedoté est 16e. L'Arcachonnais, Arnaud Boissière, sur son l'ami Caline, termine cette route du Rhum à la 17e place. Et s'ensuit le vainqueur du dernier Vendée Globe, donc Yannick Bestaven, également originaire d'Arcachon en Nouvelle-Aquitaine, à la 18e place. Conrad Coleman est 19e. Et en Ocean 50, c'est Gilles Laminé qui a passé la ligne en 13 jours, 9h, 22 minutes et 23 secondes. Il est donc 6e de ce classement des IMOCA, des Ocean 50. Et notre ami ancien restaurateur de Rive-Douce sur l'île de Ré, désormais navigateur Antoine Cornic, il est arrivé ? Il n'est pas encore arrivé, non. Encore Bon, un petit peu de route pour le classe 40 de Johan Cornic. Encore un peu de route, comme ton bateau sur Virtual Regatta. C'est pour ça les auditeurs et téléspectateurs qui demandent pourquoi on a arrêté dans le journal du Rhum la chronique sur Virtual Regatta de Victor Pérez-Boucheron, tout simplement parce que son bateau est arrivé en République Dominicaine. C'est une nouvelle route du Rhum qui arrive, ça s'est échoué. qui arrive désormais en République Dominicaine et qui passe par les champs et par la terre. Ce sont des bateaux dernière génération. Après le bateau incroyable de François Gabard et sa technologie électronique, on a le bateau de Victor qui peut être amphibie ou sur route avec des roues qui sortent des boudins. C'est ça, Victor, le principe ? C'est tellement ça. Même Charles Caudrelier m'envie et Gitana va me demander le brevet pour mon bateau qui est en République Dominicaine, effectivement. Voilà pourquoi il n'y a pas de chronique Virtual Regatta. C'était évidemment important de le préciser. Merci beaucoup, Victor. Merci, Benjamin. Et bonne route sur la terre ferme avec ton bateau. Nactus est désormais terminé. Évidemment, vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre page YouTube. Je remercie Victor Pérez-Boucheron à l'édition. Merci à Paul Maison, Regnault du côté de la réalisation, et merci au patron Nicolas Coute qui réparera les dégradations qui ont été causées par le bateau de Victor Pérez-Boucheron sur Virtua Regatta. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous à l'écoute de NATV.